l'heure de la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV. Bonsoir et bienvenue, voici les titres. En mémoire de l'assassinat le 25 novembre 1960 des sœurs Mirabal en République dominicaine, l'Organisation des Nations Unies a institué la célébration le 25 novembre de chaque année de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. À l'instar de la communauté internationale, donc, le Bénin a également sacrifié à la tradition. Le point des activités prévues à cette occasion dans ce journal. Conjuguer au passé les vols à main armée pour une ville de Cotonou plus sûre et la concrétisation de la sécurité des personnes et des biens est l'un des défis à relever pour le compte de la nouvelle année judiciaire. C'est l'une des informations capitales qu'il convient de retenir de la réunion de commandement tenue par le procureur de la République près le tribunal de première instance de première classe de Cotonou et l'homme Mario Metonou avec les officiers de police judiciaire territorialement compétents à Cotonou le vendredi dernier. Et puis la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Éléonore Yaïla Descamps, a rencontré dans la matinée de ce vendredi 15 novembre 2019 les promoteurs des établissements privés d'enseignement supérieur au Bénin. Au menu de cette réunion, le point des difficultés dont souffre ce secteur pour l'apport de solutions pratiques. C'est à suivre dans le développement de cette édition. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'image, non? Papa, tu penses m'inscrire où? ESAE. ESAE, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? ESAE, mon fils. ESAE? Oui, maman! Papa, Oui. tu sais qu'après mon bac, je veux être diplomate, non? Et tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais ESAE, naturellement. ESAE? À ESAE, vous êtes bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences économiques et de gestion. ESAE, c'est aussi sa télé numérique ESAE TV et son journal L'Informateur. ESAE, c'est à Bedjromede, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. ESAE, l'excellence a un nom. À nouveau, bonsoir et bienvenue. La journée internationale et l'élimination de la violence à l'égard des femmes est une journée internationale célébrée le 25 novembre de chaque année et soutenue par l'Organisation des Nations Unies. Cette célébration, d'après l'Organisation mondiale de la santé OMS, a pour source un événement particulier, l'assassinat le 25 novembre 1960 des sœurs Mirabal en République dominicaine. Ainsi, ce 25 novembre, le Bénin, à l'instar des autres pays du monde, a marqué cette célébration à travers une série d'activités qui se déroulent sur une quinzaine de jours. Baptisée Quinzaine des violences faites aux femmes, ces activités organisées et coordonnées par le Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi ont démarré dans la matinée de ce lundi 25 novembre 2019 à l'amphi Idriss Déby de l'université d'Abomey-Calavi. Le compte rendu de la cérémonie d'ouverture avec Abdelkader Achiro. Dans le cadre de la célébration de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, le 25 novembre de chaque année, le Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi, COUS-AC, avec l'appui du Fonds des Nations Unies pour la population et celui du Royaume des Pays-Bas, a organisé à l'université d'Abomey-Calavi une conférence universitaire sur le thème problématique de la santé sexuelle et reproductrice des adolescents et des jeunes et des violences basées sur le genre en milieu universitaire. Devant étudiants, pères éducateurs, responsables universitaires, personnel du COUS, partenaires du COUS, autorités rectorales et cadres du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, cette problématique liée aux violences basées sur le genre, avec du particularisme autour des violences faites aux femmes en milieu universitaire, a été une fois encore exposée et débattue sans embâche. Nous comptons sur vos diverses contributions et préoccupations pour que les résultats attendus soient atteints. Chers étudiants,
La présente édition de la quinzaine de lutte contre les violences basées sur le genre sera caractérisée par une innovation majeure. Dans la première semaine du mois de décembre, en effet, des jeux concours sur des thématiques liées au VBG et au harcèlement sexuel seront organisés. De nombreux lots sont à gagner. Je vous invite à participer massivement à ces jeux qui vont se dérouler sur la page Facebook des pères éducateurs, pas seulement pour les lots, mais pour votre culture générale et pour qu'ensemble nous gagnions la bataille de lutte contre ces maux qui handicapent l'épanouissement des étudiants sur nos campus. Cet atelier d'échange s'est articulé autour de 3 grandes communications. La première, celle inaugurale, a été présentée par le professeur Léon Biobigou sur le contexte social avec en relief les problématiques sur la santé de la reproduction des adolescents et des jeunes et les violences basées sur le genre en milieu universitaire. Animée par Léonard Lalayet, la deuxième communication a porté sur les tests, les lois et opérationnalisation en droit de santé sexuelle, reproductrice et violences basées sur le genre. La troisième communication s'est focalisée sur la rentabilité intellectuelle et sociale des interventions au service des rapports enseignants-étudiants et approche de solutions. Face aux enjeux et à l'importance du sujet en cause, le rectorat a manifesté son approbation du combat à travers son implication aux côtés du COUS-AC. La présence du rectorat ici est liée au fait que le combat dont il s'agit nous concerne. L'UAC, composé d'hommes et de femmes qui se sont donné une ligne de conduite. Et nous nous sentons concernés par tous les combats pour éradiquer les violences basées sur le genre. Et il est question aujourd'hui de violences faites aux femmes et nous nous sentons davantage concernés. L'UAC a mis en place un observatoire genre qui travaille depuis un moment. Et au niveau de cet observatoire, grâce au projet Niche, nous avons mis à la disposition des points focaux dans toutes nos entités, points focaux dans lesquels travaillent des hommes et des femmes. Parce que le genre n'est pas qu'une question de femmes, contrairement à ce que beaucoup de gens croient. J'apprécie l'initiative de cette quinzaine qui éveille les consciences des uns et des autres sur la question des violences basées sur le genre. Et je remercie tous les acteurs à divers niveaux pour leur contribution à la réussite de l'événement qui nous réunit ce jour. La lutte contre les maux qui minent l'épanouissement de nos jeunes étudiantes et étudiants doit aller au-delà d'une quinzaine de jours. Et je sais, chers acteurs à divers niveaux, que vous ne limiterez pas vos actions à celles prévues dans ce cadre. J'exhorte à cet effet tout un chacun à s'approprier des tests en vigueur, tests de loi en vigueur, sur les violences basées sur le genre pour ne pas tomber dans les travers. Je voudrais également exhorter l'ensemble de la communauté universitaire en général et les étudiants en particulier à profiter des précieux outils mis en place dans les infirmeries universitaires pour les prémunir contre les risques liés à une sexualité non contrôlée et les diverses formes d'abus. Il a été projeté à l'assistance un téléfilm très émouvant qui peint et révèle dans la plénitude de la réalité ce que vivent les jeunes écolières, lycéennes et étudiantes. Des messages de reconnaissance et de gratitude ont été adressés à l'endroit du Fonds des Nations Unies pour la Population, FNUAP, et de l'ambassade des Pays-Bas pour leur soutien et leur accompagnement. La violence basée sur le genre est un grave problème de santé d'envergure internationale qui remet en cause le droit international des droits de l'homme et les principes d'égalité des sexes. Elle constitue aussi une menace à la paix durable et la dignité humaine. Je vous invite à suivre la directrice du Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi qui nous donne des éclaircissements sur cette thématique et à sa suite Ghislaine Claude Fagbon.
VBG en général, c'est partout, hein. C'est dans les ménages, c'est dans les maisons, c'est un peu partout. Mais nous spécifiquement, nous parlons de VBG dans le monde estudiantin. Donc ici, la problématique, c'est que c'est la violence, c'est les rapports entre étudiants et professeurs en général. Et nous faisons beaucoup de sensibilisation là maintenant avec l'aide du FUNIAP et de l'ambassade des Pays-Bas pour que les professeurs restent dans leur rôle d'éducateurs et que les étudiants et étudiantes aussi restent dans leur rôle. Parce que parfois, nous l'avons vu dans le documentaire qui est passé tout à l'heure, parfois il y a certaines étudiantes qui pensent que c'est en étant proche des professeurs qu'elles peuvent avoir leur diplôme, qu'elles peuvent avoir de bonnes notes. Mais nous pensons que ce n'est pas le cas. Les jeunes filles doivent s'adonner normalement à leurs études et ne rien attendre des professeurs. Et également, les professeurs doivent jouer leur rôle d'éducateur et rester dans la limite de leurs compétences pour que nous ne tombions pas dans les déperditions scolaires. Parce que déjà, toutes les jeunes filles n'arrivent pas à l'université. Et quand elles arrivent à l'université, nous avons le devoir de les accompagner jusqu'à la fin pour qu'elles puissent avoir leur diplôme et être également les dirigeantes de demain. Donc voilà pourquoi nous avons pris cette problématique à bras le corps et que nous travaillons là-dessus depuis 3 ans. Mais le recteur de l'université également travaille là-dessus et le cours également travaille là-dessus. La vraie stratégie, je pense que c'est la communication. Et il faut que nous avons besoin de vous, communicateurs, pour que chacun sache ce qu'il a à faire, que chacun reste dans son rôle. Donc nous allons continuer de communiquer là-dessus pour que tout le monde comprenne. Ces temps sont révolus. Et il faut comprendre également qu'il y a une loi aujourd'hui qui réprime les violences basées sur le genre. Donc si ça continue, il faut que les gens sachent qu'ils peuvent aller en prison et qu'ils peuvent payer des amendes. Donc ce n'est plus de la rigolade là. Le Bénin a pris des dispositions réglementaires pour ça. Donc nous allons continuer à communiquer, à faire la sensibilisation. Et au bout, nous sommes sûrs que ça sera compris de tout le monde. Mais l'éducation doit commencer à la maison. Moi, je n'ai pas la langue de bois avec mes filles à la maison. Dès le plus bas âge, je leur parle de ces questions-là, je leur parle de la sexualité, je leur parle de comment elles peuvent se défendre. Et je pense que chaque maman et chaque papa doit en parler déjà chez lui. On ne doit plus faire de la sexualité aujourd'hui un sujet tabou. Parce que de toute façon, les enfants sont sur les réseaux sociaux, ils sont sur Internet un peu partout. Et il vaut mieux que nous, parents, on leur en parle directement à la maison. Moi, comme je le dis souvent, je vois quelque chose dans les cabinets d'avocats où ils mettent l'avocat pour gagner une cause, met sa robe alors que la femme l'enlève. C'est une honte pour nous les femmes. Nous ne devons pas enlever nos robes pour gagner une cause. Nous devons gagner par le travail quotidien, le travail à tous les niveaux. Au niveau des étudiantes et étudiants, des élèves, par leur travail. Et elles doivent apprendre leurs leçons et avoir des notes. Et à d'autres niveaux plus élevés également. Le travail est toujours reconnu et nous devons continuer à travailler pour gagner. Le parquet de Cotonou a tenu le vendredi dernier à la cour d'appel de Cotonou une réunion de commandement avec les officiers de police judiciaire territorialement compétents à Cotonou. Au cours de cette rencontre à laquelle a participé le directeur général de la police républicaine, le procureur de la République près le tribunal de première instance de première classe de Cotonou et l'homme Mario Metonou a annoncé ses priorités pour la nouvelle année judiciaire. Ce dernier, dans son élan de vouloir rendre Cotonou plus sûr, a mis un accent particulier sur les vols à main armés qui devront disparaître totalement du quotidien des Béninois. Pour plus de détails et d'explications, le procureur et l'homme Mario Metonou au micro d'Abdelkader Achiro. C'est surtout au regard de l'émergence de ces vols avec violence qui choquent, qui touchent la plupart de nos concitoyens, qui effraient aussi. Je veux dire que nous avons défini un peu notre plan d'action ou du moins nos objectifs pour l'année qui vient. Et ces objectifs-là sont clairs, nous les avons rappelés dès le départ et ce sont ces objectifs-là qui ont justifié les thèmes qui ont été développés
non seulement par le directeur, monsieur le directeur général de la police républicaine, mais également par le directeur, monsieur le directeur départemental de la police du littoral. Notre objectif cette année, nous l'avons dit à l'entame, c'est de rendre Cotonou plus sûr. Rendre Cotonou plus sûr, c'est lutter d'abord contre les vols avec violence, c'est faire en sorte que, en rentrant chez eux le soir, parce qu'il y a certains vols qui se commettent même le matin, même en plein jour parfois, que les gens ne soient pas obligés de regarder dans les rétroviseurs tout le temps pour voir s'il n'y a pas 2 ou 3 messieurs à motocyclette qui les suivent. Que les gens ne se fassent pas agresser devant leur portail à coups de coupe-coupe juste pour se faire arracher un petit téléphone portable, un portefeuille qui ne contient presque rien, ou pour constater finalement après que les personnes qui sont agressées n'ont aucun bien sur elles. Nous devons faire en sorte que cette psychose-là cesse, parce qu'il n'est pas admissible que sur notre territoire, l'on charcute impunément les chefs quartiers. Je pense au chef quartier Donatin qui a été sérieusement molesté, charcuté, il faut utiliser les termes, qui est resté longtemps à l'hôpital, des suites d'un vol avec violence, où finalement j'apprendrai que les malfrats n'ont même rien emporté parce qu'il n'avait rien sur lui. On ne peut pas accepter que les autorités, des élus, des simples citoyens se fassent ainsi massacrer, ainsi charcuter, juste pour des biens qui n'ont pas de valeur la plupart du temps. Et donc on doit faire en sorte que ces individus qui, au lieu de dormir, se remorquent 2 à 2 à moto la nuit ou le matin tôt, nous collent la paix et que nous puissions vaquer tranquillement à nos occupations. Donc, cette action va se poursuivre et je vous engage à la poursuivre. Donc, rendre Cotonou plus sûr en luttant contre les vols avec violence. Mais rendre Cotonou plus sûr également en faisant en sorte que notre cadre de vie soit préservé. Nous allons continuer à nous intéresser à ces infractions, toutes ces atteintes à l'environnement, toutes ces atteintes à notre cadre de vie. Nous ne sommes pas très nombreux à y croire, mais ce n'est pas parce qu'on n'est pas nombreux que nous n'avons pas raison. Nous allons montrer le chemin et tous les autres seront obligés de nous suivre. Parce que notre combat, il est le meilleur, c'est nous qui sommes dans la vérité, c'est nous qui avons raison. Il n'est pas concevable qu'on mette beaucoup d'argent pour construire des infrastructures et que de nuit ou aux aurores, les gens décident d'aller déverser tout ce qu'ils ont comme poubelle sur les terre-pleins. Les gens décident d'aller vider leur fosse septique dans la rue. Les gens, à l'absence de toute pudeur, se mettent debout, parfois devant femmes et enfants qui passent et se mettent nus pour faire leurs besoins dans la rue. Ça, c'est des comportements que nous devons continuer à réprimer, des comportements par rapport auxquels nous devons continuer également à sensibiliser nos concitoyens. Donc, conjurer donc le péril des vols avec violence, poursuivre notre action par rapport aux atteintes à l'environnement, tel devrait être notre leitmotiv, notre objectif pour cette année judiciaire qui commence. Voilà. À présent, je vous invite à suivre le procureur général près la cour d'appel de Cotonou. Il s'est également montré très ferme afin que les officiers de police judiciaire puissent mettre tout en œuvre pour éradiquer les vols à main armée dans le littoral. Je vous invite à suivre Prière d'Asundo Haïfon. Nous avons été instruits par la hiérarchie du ministère public à procéder à un traitement très rigoureux des cas de vol avec violence ou les cas de cambriolage qui auront été déférés devant les parquets du ressort du tribunal de première instance, de la cour d'appel de Cotonou, j'allais dire, de tous les parquets du pays d'ailleurs. Et ce que nous demandons, et ce sur quoi nous insistons, c'est que les procédures soient formalisées comme elles se doivent pour être judicieusement exploitées. Je n'ai de cesse de le rappeler, chers amis officiers de police judiciaire, les procédures que vous formalisez ne sont pas seulement à l'intention du procureur de la République que vous voyez en première ligne. Nous sommes dans un pays de droit, nous avons des avocats. Nous avons des avocats
qui savent très bien lire les procédures, qui connaissent très bien les règles de procédure pénale. Et donc ce que nous, on vous demande, c'est que vous preniez toutes les dispositions pour produire, formaliser des procédures qui soient vraiment exploitables, des procédures qui puissent permettre de confondre les délinquants, parce que la finalité, c'est ça. Prenez le temps de rassembler les éléments de preuve, prenez le temps d'auditionner ceux que vous devez auditionner. Et j'ai eu l'occasion de dire à monsieur le directeur général de la police républicaine au cours d'une séance de travail que si il lui est revenu, ou s'il est porté à sa connaissance, qu'il y a des officiers ministériels qui traitent avec laxisme ou légèreté les PV de vol avec violence, que cela soit porté à notre connaissance. Donc c'est pour vous dire que au niveau du ministère public, nous sommes engagés à prendre les responsabilités qui sont les nôtres. Et je vous encourage à poursuivre les efforts pour la quiétude de nos populations. La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Éléonore Yaïla Descamps, a rencontré dans la matinée de ce vendredi 15 novembre 2019 les promoteurs des établissements privés d'enseignement supérieur au Bénin. Une rencontre d'échange et de partage en vue de juguler les différents maux qui minent ce secteur. Je vous invite à suivre le professeur Dodjia Mouzouvi, directeur des établissements privés d'enseignement supérieur, lors de son allocution introductive. Avec beaucoup de modestie, vous dire toute ma reconnaissance, ainsi que la reconnaissance des miens. Quand je dis miens, je parle des promoteurs d'établissements privés d'enseignement supérieur. Et le mot est à prendre dans tout son sens. Parce que nous avons toujours vécu comme des partenaires, et un bon partenaire, il y a des hauts, il y a des bas. Ce jour, 15 novembre, est un jour mémorable pour nous. De mémoire de DPES, c'est la toute première fois qu'une telle rencontre a eu lieu à un tel niveau pour un tel objectif. Madame la ministre, vous êtes arrivé à un moment où l'équipage et tout l'appareillage traversaient des zones de turbulence. Vous avez su, avec votre cœur maternel, avec votre décision, avec votre leadership, maîtriser l'avion. Et nous avons traversé ces zones de turbulence. Nous avons retrouvé la quiétude du vol. Et déjà, nous entrevoyons l'atterrissage dans des meilleures conditions. Je voudrais très humblement dire toute ma reconnaissance pour ces pas, et ça n'étonne pas lorsqu'on connaît tout votre parcours et tout votre engagement. Le paysage des établissements privés d'enseignement supérieur, dont l'histoire remonte peu ou prou à 1996-1997, est partagé aujourd'hui entre une centaine d'établissements privés d'enseignement supérieur, avec différents statuts. Une trentaine d'établissements agréés, une vingtaine d'établissements autorisés à poursuivre leur ouverture, une demi-douzaine d'établissements nouvellement autorisés, une dizaine d'établissements autorisés à être créés pour évoluer vers l'ouverture, et une cinquantaine d'établissements privés d'enseignement supérieur qui, avec votre leadership, votre compréhension et votre accompagnement, bénéficient d'un délai supplémentaire d'1 année pour obtenir les différents statuts et poursuivre aux côtés de l'État la formation de la jeunesse. Le tout premier défi que nous avons aujourd'hui, Excellence, c'est le défi de nos tests, les tests qui nous régissent.
Et vous avez déjà pris ce problème à bras le corps, vous avez donné les instructions à qui de droit, ce qui rencontrera les préoccupations des promoteurs. Vous avez insisté que ça se fasse de manière participative et inclusive. Nous avons également le défi d'effectifs dans nos rangs. Et nous avons toujours souhaité que le ministère revisite le partenariat qui a existé entre-temps entre les promoteurs d'établissements privés et lui, permettant d'orienter les bacheliers vers les établissements privés qui sont en règle vis-à-vis des tests de l'État. Nous aurions tellement souhaité que très rapidement, ce partenariat reprenne, cette convention reprenne pour nous permettre de mieux accompagner l'État dans sa mission régalienne. Nous avons le défi des impositions. On nous impose, on nous prend, on nous considère simplement comme des entreprises commerciales et le travail a commencé pour voir comment d'une seule voix nous puissions, dans le respect des tests qui régissent le secteur et notre pays, puisqu'on nous a toujours dit c'est du domaine de la loi. Tant qu'on n'a pas changé la loi, on ne pourra pas régler définitivement ce problème-là. Nous y travaillons aussi parce qu'à certains moments, ça pèse énormément sur le budget des établissements privés. Madame la ministre, nous avons le défi de la filière anglophone. Défi sur lequel nous sommes déjà entendus au niveau des établissements agréés, défi sur lequel nous travaillons et défi sur lequel nous attendons également vos nouvelles orientations pour mieux assainir ce secteur-là. Nous avons le défi de maintenir le cap parce que nous nous auto-évaluons. Nous savons que nous faisons de bonnes choses, mais nous savons également qu'il y a un certain nombre de faiblesses. Nous nous sommes entendus pour que le cap amorcé depuis 2016 soit maintenu et même renforcé, ce qui constitue pour nous également un défi afin que le rayonnement des établissements privés d'enseignement supérieur soit beaucoup plus éclatant qu'aujourd'hui. À présent, suivons un extrait des propos tenus par la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique à l'endroit de cette assemblée composée de tous les promoteurs d'établissements privés d'enseignement supérieur du Bénin. Nous irons une autre fois à une assise. Il y aura aussi bien public et privé. Et là, ce serait véritablement parce que les uns et les autres auraient identifié les boulots d'étranglement, identifié des aspects sur lesquels il faut agir pour conduire efficacement le système éducatif de notre pays. Je voudrais donc, au nom du chef de l'État, saluer votre mobilisation, votre participation au renforcement de capacités, au renforcement du capital humain, qui est un levier important dans le programme d'action du gouvernement. Ce levier est important d'autant plus que les réformes, les programmes de développement, les tests sont élaborés, conduits par les hommes. C'est d'autant plus juste que les hommes passent et les hommes se renouvellent. Donc les uns passent et forment pour la relève et les autres viennent poursuivre la marche. Donc, ce besoin de renouvellement dans la cohérence est important et est une chose prioritaire aussi bien pour le gouvernement que pour tout un chacun de nous. L'importance des établissements privés d'enseignement supérieur ne se démontre plus. Alors, les épaisses ne sont pas un département ou une question à part au niveau du ministère de l'enseignement supérieur ni au niveau
du gouvernement tout entier. Public et privé partagent la même vision. Il n'y a pas une vision pour le public, une vision pour le privé. Seulement que les uns et les autres se complètent dans l'exercice de leurs fonctions. Et je voudrais très sincèrement saluer votre engagement aux côtés du gouvernement pour conduire de façon saine ces réformes. À entendre ce que j'ai entendu par ailleurs, je me dis c'est vraiment une opportunité d'avoir donc lancé le chantier de réforme. Parce qu'il y a toujours quelque chose qu'il faut réguler, il faut canaliser quelque part. Vous avez parlé des cas de dérive, des cas d'anomalies constatées aussi bien dans le public que dans le privé. Et nous savons que, compte tenu d'un certain nombre de constats et de pratiques qui ne nous honorent pas tous, il est nécessaire qu'à un moment donné, un gouvernement qui se respecte puisse prendre le dessus et donner la ligne de conduite. Je crois que c'est ce qui est fait et c'est ce que nous soutenons. Et nous sommes d'accord que cela se fera toujours de façon consensuelle. Les EPS, les privés seront toujours impliqués. Je vous ai toujours dit ça. Les publics également. Pour voir la question donc de la qualité des formations que nous donnons. La question de l'environnement dans lequel nous déroulons cette formation. La question de qui, la compétence de ceux-là qui accompagnent nos apprenants. C'est des questions que nous partageons et qui ne sont pas spécifiques au Bénin. C'est une question d'ordre général et qui relève que de bon sens, de ce qu'on prenne les dispositions pour que nous-mêmes, ce ne soit pas que nous faisons du commerce, mais que ce soit que réellement nous accompagnons la nation. Et je sais qu'il y a beaucoup de tests et nous le faisons tous, nous le comprenons. Je suis d'accord, monsieur le représentant, que les tests, au bout d'un certain nombre d'années d'application, ne se retrouvent plus en phase avec les réalités, ce qui appelle nécessairement leur toilettage. Cela se fera et c'est inscrit comme priorité dans nos différentes réflexions. Les questions d'actualisation des tests sont des questions essentielles. C'est sans discussion, puisque ces tests ne nous accompagnent plus et ces tests sont dans leur ensemble parfois à côté réellement de nos réalités. Donc c'est bien que nous puissions nous asseoir, apprécier les enjeux de l'heure et faire en sorte que les tests puissent nous donner le cadrage nécessaire pour aller toujours dans la vision qui est prévue. Le Fils de Dieu peut-il gouverner dans ce monde? À l'opposé de ce qu'enseignent les synagogues, les tests sacrés l'ont proscrit. Suivez Sylvain Kouassi à l'Agba de Fa pour plus de précision. Il est au micro de Jacques Marion d'Almeida. Les textes sacrés disent que le Fils de Dieu ne peut pas gouverner dans ce monde. L'enfant Horus, l'enfant soleil ne peut pas gouverner dans ce monde. Pourquoi? C'est pourquoi il n'a pas de corps. Il n'est pas enfanté, n'est pas né de la sémence, de liquide séminal. La tradition, c'est un mythe qui dit que quand les deux frères jumeaux, Osiris et Seth, sont rentrés dans une bagarre, un combat de sang, et Seth a tué son frère. Osiris l'a décapité en 15 morceaux, l'a jeté dans le Nil. La maman, la déesse, la déesse qu'on appelle Aset Isis, aujourd'hui les blancs l'appellent la Vierge Marie, c'est pas grave, c'est le même nom, c'est que le voile, a cherché les morceaux de son enfant pour reconstituer le corps de l'enfant et a trouvé que 14 morceaux, c'est symbolique. Donc c'est 15 morceaux. 15 est le nom du désir. Les gars, comme vous allez voir, tout va son bâton, voilà, qui donne que le corps physique. Le 14, il n'a plus de cesse. Le 14 du c'est la force qui prend à l'extérieur, qui revient à l'intérieur. L'enfant de mystère, l'enfant de l'or. L'or c'est lui. Il n'est pas né de sexe.
et Lossi Diallo. On ne peut pas le prendre. Pourquoi? On ne peut pas prendre l'enfant de l'autre devant l'or. Elle est devant sa mère. C'est parce que l'enfant au russe est collé à sa mère. On ne peut pas les dissocier. C'est parce que la Vierge Marie et sa mère sont ensemble. On ne peut pas les séparer. Parce qu'elle n'a pas compris le symbolisme. Aujourd'hui, quand tu adores Jésus, c'est la mère et le papa. Les deux sont collés. Et c'est la mère qui donne le pouvoir de Jésus de régner sur la terre. C'est le globe que Jésus a donné. La mère qui est Vénus, l'eau et la terre. C'est elle, c'est Vénus. Donc tu reviens à la mère. Toi, c'est ça la vérité aujourd'hui. Et l'église aujourd'hui sont dans cette vérité. L'église aujourd'hui a mal au cœur. L'église catholique aujourd'hui sait repentir. L'église catholique aujourd'hui veut que nous connaissions cette vérité. C'est parce que l'église aujourd'hui font profil bas. Mais qu'est-ce qui se passe? Ils ne peuvent pas penser que le courant de Luther, des protestants, va générer tous ces escrocs qui sont aujourd'hui des évangélistes partout aujourd'hui. Et puis avant de refermer ce journal, voici pour vous la page sport. ESAE Football Club garde les commandes de la Vitalor Ligue 1 à l'issue de la 6e journée disputée ce week-end. Michael Dossou et ses coéquipiers ont dominé hier les conducteurs de Dynamo de Parakou sur le score étriqué d'1-0. Le représentant béninois en phase de groupe de la Coupe de la Confédération relègue ses poursuivants à 3 unités grâce à cette 4e victoire de la saison. 13 points précieux, 18 possibles. ESAE Football Club a creusé un peu plus l'écart avec ses poursuivants à la tête de la Vitalor Ligue 1 au terme de la 6e journée. Le club universitaire distance un groupe de 4 équipes ayant 10 points chacune grâce à sa victoire sur la Lanterne Rouge, Dynamo FC de Parakou, 1-0. La victoire a été difficile, mais néanmoins nous avons pu arracher les 3 points, c'est le plus important. Contenu par les conducteurs de l'UNACOP de Parakou en première période, Michael Dossou et ses coéquipiers doivent attendre la 56e minute et un coup de patte de Massim Kokbon pour faire la différence. À une semaine de leur premier match de poule contre la Renaissance sportive de Berkane au Maroc, en Coupe de la Confédération CAF, les poulains de Richard Biot ont montré quelques signes de fébrilité lors de cette rencontre. ESAE, c'est la bête à abattre, donc n'importe quelle équipe joue contre ESAE vient avec un autre visage. C'est ce qui a été la difficulté que nous avons rencontrée ce soir. Mais il faut reconnaître aussi que déjà nous avons aussi notre match de la CAF dans la tête déjà. Et quand les joueurs, même vous allez voir dans leur transmission, dans tout ce qu'ils font, on sent qu'il y a un peu de réserve dans tout ce qu'ils font ce soir. Pour ce dernier rendez-vous national avant l'expédition marocaine, le coach Richard a laissé au repos quelques cadres. Seulement 5 joueurs de l'équipe type ont démarré le match. Le coach, l'effectif complet, il a confiance en tout un chacun de nous. Donc quand il nous donne la moindre minute à jouer, nous devons confirmer. C'est ce que j'essaie de faire quand je suis sur le terrain. Parmi les autres résultats de la 6e journée de la Vitalor Ligue 1, nous avons Aspac US Craqué 4-2, Asvo Panther FC 2-0, AS Tonnerre UPI ONM 1-0 et JSP Buffle FC 1-1. En Ligue 2, Dynamo d'Abomey a également conservé le fauteuil de leader grâce à sa victoire à l'extérieur. 1-0 sur Assos. Cavalier de Niki a corrigé Avrancourt. Omnisport 5-0. Espoir de Savalois a ramené 1 point de son déplacement à Tchoukouma face à Dynamique FC. Soleil FC est allé battre Dadje FC à Djakotome 2-1. ESAE FC va accueillir ses matchs à domicile pour le compte de la phase de poule en Coupe de la Confédération au stade Charles de Gaulle de Porto Novo. Ainsi en a décidé la Confédération africaine de football CAF ce dimanche après la visite d'inspection. L'instance fêtière du football africain n'a pas homologué le stade René Pleven de Cotonou qui a accueilli au tour précédent les matchs du club. La sélection olympique d'Égypte a remporté vendredi la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 23 ans. Les Pharaons ont battu les éléphants de la Côte d'Ivoire 2-1 après les prolongations. Les deux pays avaient déjà validé leur ticket pour les Jeux olympiques de Tokyo 2020 avant cette finale à suspense. Le 3e billet a été arraché par les Bafana Bafana de l'Afrique du Sud au détriment des Black Stars du Ghana. Victoire au tir au but 6-5. Le score était de 2 buts partout
retour au terme du temps réglementaire. Ainsi va l'actualité ce lundi 25 novembre 2019. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.